Premier ministre et chef du gouvernement de la République du Mali, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout propos vous adresser les salutations fraternelles du peuple africain du Mali et celles du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Je voudrais également, en leur nom et à mon nom propre, vous adresser, Monsieur le Président, les chaleureuses félicitations de la délégation du Mali pour votre brillante élection à la présidence de cette 76e session de l'Assemblée générale. Je félicite également votre prédécesseur, son Excellence M. Volkan Bozkır de la République de Turquie, pour la manière remarquable avec laquelle il a dirigé les travaux de la 75e session de l'Assemblée générale. Qu'il me soit permis également de réitérer à notre secrétaire général, M. Antonio Guterres, notre haute appréciation des efforts louables qu'il continue de déployer pour la réalisation des nobles objectifs de notre organisation commune. Monsieur le Président, la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale s'ouvre fort opportunément sur le thème de l'espoir. L'espoir de renforcer notre résilience pour nous relever de la pandémie de la Covid-19 dans un esprit de responsabilité, de coopération et de solidarité. L'espoir d'un monde plus sûr, d'un monde de sécurité humaine. L'espoir que le Sahel retrouve la stabilité et redevienne un havre de paix et un pôle de croissance et de développement. L'espoir, enfin, de revitaliser l'Organisation des Nations Unies. Le Mali souscrit pleinement à l'esprit et à la lettre de ce thème qui résume parfaitement les idéaux de notre organisation commune. C'est une lapalissade d'affirmer que le Mali et les pays du Sahel sont de nos jours confrontés à l'hydre terroriste, à l'extrémisme violent et à l'instabilité. Cela dure depuis plus d'une décennie, avec le risque d'enlisement, de banalisation ou de lassitude, propre à détourner ces problématiques de l'agenda international. À notre quotidien, fait d'angoisse et de tragédie, est venue s'ajouter la pandémie de la Covid-19, avec ses effets négatifs sur l'économie et sur les conditions de vie de nos populations, déjà précaires du fait des défis économiques, politiques et humanitaires. Rarement, un pays ou une région aura été aussi durement éprouvée par l'enlisement, l'empilement des crises, plus que le Mali et les États du Sahel. C'est dans ce contexte difficile que le peuple malien, après plusieurs mois de soulèvement populaire, a choisi une autre direction à notre pays et placé tous ses espoirs dans le processus de transition politique en cours dont il est l'artisan principal. Le gouvernement de transition, que j'ai l'honneur de diriger depuis le 11 juin 2021, comprend les représentants des forces vives du Mali. Fait notable, il comprend aussi, dans un souci d'inclusivité, des membres des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger, ainsi que des représentants des forces politiques et sociales de notre pays. Aussitôt installés, nous avons travaillé ensemble à l'élaboration du plan d'action du gouvernement de transition qui contient un ensemble de mesures dont la mise en œuvre va assurer la prise en charge des préoccupations majeures des populations éprouvées par la crise sécuritaire, politique, sanitaire et économique. Ce plan d'action du gouvernement, adopté le 2 août 2021 par le Conseil national de transition, organe législatif transitoire, s'articule autour de 4 axes prioritaires. Il est assorti d'un chronogramme d'exécution et d'un budget prévisionnel. Le premier axe du plan d'action du gouvernement érige la sécurité au rang de priorité élevée. Il répond à l'aspiration profonde de notre peuple, à la paix, à la quiétude, au vivre ensemble, à la cohabitation pacifique,
à la cohésion sociale. En effet, malgré les succès indéniables enregistrés par les forces armées maliennes et leurs alliés, auxquels je rends hommage, les menaces entretenues par le terrorisme et les autres formes de banditisme et de criminalité transnationale continuent, hélas, à endeuiller notre peuple au quotidien et à menacer les fondements de l'État. De mars 2012 à ce 25 septembre 2021, où je m'adresse à vous du haut de cette auguste tribune, la situation dans mon pays ne s'est guère améliorée, malgré le soutien international et la présence sur notre sol d'une opération de paix de l'ONU, la MINUSMA, et des forces internationales telles que l'opération française Barkhane, la force européenne Takuba et la force conjointe du G5 Sahel. La situation continue progressivement de se détériorer au point que des pans entiers du territoire national échappent au contrôle du gouvernement. Mes citoyens vivent sous l'emprise des groupes armés terroristes, dans le déni de leurs droits les plus élémentaires. Leur accès aux services de base demeure hypothétique en raison de la faible présence des services de l'État, consécutive à l'insécurité grandissante. La MINUSMA, dont je salue ici le courage et la contribution à la stabilisation du Mali, évolue dans cet environnement vulnérable avec ce que cela comporte comme menace sur elle. Face à cette situation préoccupante, le gouvernement est régulièrement et fortement interpellé par les populations maliennes, de plus en plus exigeantes vis-à-vis des pouvoirs publics et des partenaires internationaux. S'il est établi que l'un des droits fondamentaux des populations est le droit à la sécurité, la garantie de celle-ci, assurément, est l'élément de légitimation de l'État aux yeux des citoyens. Monsieur le Président, je fais ce rappel pour vous restituer l'exacte situation du calvaire qu'endurent les populations maliennes. Je le fais aussi pour nous convier tous ensemble à l'introspection afin de changer de paradigme en matière de sécurité au Sahel. Le Mali, comme vous le savez, accueille sur son territoire une opération de paix des Nations Unies et je voudrais à nouveau rendre un hommage appuyé à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui travaillent sous la bannière de la MINUSMA dans des conditions difficiles, souvent périlleuses, pour préserver la paix et pour protéger les populations civiles. Je rappelle que notre organisation commune, l'ONU, a été bien avisée en 2013 lorsqu'elle a décidé de déployer fort opportunément la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA. La résolution 2100 du 25 avril 2013 établissant la MINUSMA avait considéré, je cite, que la situation au Mali constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale et a décidé en conséquence d'agir en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Dans son paragraphe 16, la résolution 2100 a fixé comme mandat initial à la MINUSMA, entre autres, je cite, d'appuyer les autorités de transition maliennes pour stabiliser la situation dans les principales agglomérations, en particulier dans le nord du pays, et, dans ce contexte, écarter les menaces et prendre activement des dispositions afin d'empêcher le retour d'éléments armés dans ces zones. La résolution 2164 du 25 juin 2014, qui a renouvelé pour la première fois le mandat de la MINUSMA pour un an, a souligné, je cite, que le terrorisme ne peut être vaincu qu'à la faveur d'une démarche suivie et globale, fondée sur la participation et la collaboration active de l'ensemble des États et organismes régionaux et internationaux, visant à contrer, affaiblir et isoler la menace terroriste. Fin de citation. En conséquence, le paragraphe 12 de la dite résolution autorisait la MINUSMA, je cite, à utiliser tous les moyens nécessaires pour accomplir son mandat dans les limites de ses capacités et dans ses zones de déploiement. Elle lui enjoint en particulier, au titre du paragraphe 13, je cite, d'étendre sa présence, notamment grâce à des patrouilles de longue portée, dans les limites de ses capacités, dans le nord du pays, au-delà des principales agglomérations et en particulier dans les zones où les civils sont en danger. Monsieur le Président,
8 ans après le déploiement de la MINUSMA, les extraits ci-dessus de la résolution 2100 de 2013 et de la résolution 2164 de 2014 sont d'une évidente et brûlante actualité. Les populations maliennes sont exacerbées aujourd'hui devant les tueries de masse, des villages rasés de la carte et d'innocents civils fauchés, dont les femmes et les nourrissants souvent brûlés vifs. Les Maliennes et Maliens ont le net sentiment que la mission assignée à la MINUSMA a changé en cours de route, et notamment depuis 2015, suite à la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, alors même que les défis qui ont justifié son déploiement sont restés constants. En effet, contrairement aux attentes du peuple malien, l'environnement notoirement terroriste dans lequel la MINUSMA a été déployée en 2013 s'est dégradé continuellement. Au fil du temps, il s'est même métastasé, car les groupes armés terroristes qui ont envahi près de 2 tiers de notre territoire en 2012 ont été dispersés sans jamais être anéantis. Ils se sont reconstitués et se sont renforcés. C'est dans ce contexte de menaces préoccupantes que l'armée française, à travers l'opération Serval d'abord et ensuite l'opération Barkhane, a été autorisée à mener en soutien à la MINUSMA et à nos États le volet lutte contre le terrorisme au Mali. C'est également dans ce contexte, Monsieur le Président, que l'opération française Barkhane annonce subitement son retrait en vue, dit-on, d'une transformation en coalition internationale dont tous les contours ne sont pas encore connus, en tout cas pas de mon pays, pas de notre peuple. L'annonce unilatérale du retrait de Barkhane et sa transformation n'ont pas tenu compte du lien tripartite qui nous lie, c'est-à-dire l'ONU, le Mali en tant que partenaire engagé avec la France sur le front de la lutte contre les facteurs de déstabilisation. Le Mali regrette que le principe de consultation et de concertation, qui doit être la règle entre partenaires privilégiés, n'ait pas été observé en amont de la décision du gouvernement français. Aussi, la nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires, de manière à combler le vide que ne manquera pas de créer la fermeture de certaines emprises de Barkhane dans le nord du Mali. Cette situation doit également inciter les Nations Unies à avoir désormais une posture plus offensive sur le terrain. Monsieur le Président, il n'existe pas de sentiment anti-MINUSMA au Mali, pas plus qu'il n'existe de sentiment anti-français dans notre pays. Non. Je le dis sans embâche. Notre peuple n'a jamais été un peuple ingrat. Au sommet de l'État et au sein des populations, il existe un désir de paix et une soif de sécurité qui font écho à l'exigence d'efficacité des instruments et des mécanismes politiques et militaires mis en place et qui font paradoxalement du Mali un pays surmilitarisé mais très vulnérable face au terrorisme, devenu un facteur de désintégration de nos États, de nos sociétés et de déstabilisation des fondements de nos pays. Que devrions-nous faire face à un tel paradoxe? Que faut-il faire pour répondre à l'angoisse, à l'exaspération et à la colère des populations maliennes? Que faut-il faire pour répondre au sentiment d'insatisfaction à la fois des Maliens et des partenaires du Mali? Je pense humblement, Monsieur le Président, que face à ces interrogations, nous devons avoir le courage et la lucidité d'interroger les instruments et les mécanismes évoqués plus haut.